YouTube après. Voilà. Très bien. Ok, alors, je vais me mettre là pour parler à tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle table ronde avec les désorientalistes. Et aujourd'hui, on a choisi le thème de la Méditerranée, donc qui s'y prête bien, puisque aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'eau. Mais on va avoir un regard plus large. On va analyser et tenter d'avoir des grilles de lecture et de compréhension de la région méditerranéenne, des pays qui bordent la Méditerranée également. Allez, vous pouvez rentrer. Donc, notre question, c'était la suivante. Quel défi pour un avenir commun? Et donc, aujourd'hui, on va aborder trois problématiques qui sont constitutives de la situation actuelle en Méditerranée. Donc, vas-y, je te laisse présenter nos Et invités. alors, du coup, on aura trois intervenants pour répondre à ces questions. Donc, on a d'abord Alain Messonnier, qui est président de l'Institut méditerranéen de l'eau. L'Institut méditerranéen de l'eau, c'est le premier réseau des acteurs de l'eau en Méditerranée. On aura ensuite Iman Ayatullah, qui est consultante en formation et insertion professionnelle, doctorante en géographie et chargée TD à Sciences Po Paris sur le campus de Menton. Et aussi Yasmine Seguerat El Guerab, qui est administratrice Gender Equity, Women Empowerment and Youth Socio-Economic Inclusion au Centre avancé d'études agronomiques internationales pour la Méditerranée. Alors, on devait avoir Pierre Blanc aussi, qui malheureusement ne pourra pas se rendre disponible ce soir, mais nos trois intervenants, qu'on remercie d'être présents pour nous apporter, je pense, toutes les clés pour répondre à nos questions sur les enjeux de la Méditerranée. Et je vais laisser Mouna commencer pour notre première partie. Ouais. Donc, sans plus tarder, on va du coup aborder la question de l'eau, plus précisément. Donc, aujourd'hui, avec cette journée mondiale de l'eau, l'ONU a publié un rapport qui est assez alarmant, et donc, notamment qui mentionne le risque de crise majeure donc à l'échelle internationale qui est imminent du fait de la généralisation des pénuries d'eau. Donc, on sait que les pays du Sud et de l'Est de la Méditerranée, ils se trouvent dans une situation de stress hydrique. Et selon le plan bleu, les pressions sur les ressources en eau, elles vont s'accroître, et notamment peser sur 80 millions de personnes, donc à l'horizon de 2025. Donc aujourd'hui, la question qu'on souhaitait vous poser, c'est au vu de cette situation climatique qui se dégrade autour de la Méditerranée et des ressources en eau qui s'amenuisent et de la demande au final en eau qui croît, sommes-nous démunis face à cela et comment vous interprétez cette situation? Je pense qu'on peut commencer avec Monsieur Messonnier et puis on fera un rapide tour de table si vous voulez bien. Ouais, on ne vous entend pas, monsieur. Excusez-moi, c'est de ma faute. Pas de souci. Simplement, non, mais est-ce que je dispose de combien de temps? Vous voulez faire ça à table ronde ou vous voulez... Alors oui, on a 25 minutes pour cette première partie, donc il y a le temps d'avoir... on aura une autre question aussi sur l'eau et l'agriculture, donc on va dire on a une dizaine de minutes pour discuter de cette question-là D'accord, très avec les bien. deux autres invités également. Très bien, bah, parfait. D'abord, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cet événement qui me semble très intéressant. En plus, venant de la part de jeunes, ça me touche beaucoup. Je pense on a intérêt à ce que vous soyez impliqués dans les enjeux de l'eau en Méditerranée, mais dans le monde d'une manière générale. Et pour votre information, il y a une association qui s'appelle Mediwatt et qui est l'association des jeunes pour l'eau. Mais personnellement, je suis plutôt favorable à ce que les jeunes travaillent avec nous et pas dans le cadre d'associations de jeunes. Ça sert pas, c'est bien, c'est déjà bien d'avoir des associations de jeunes qui se motivent pour ces sujets-là, mais c'est encore plus motivant si on arrive à vous impliquer avec nous, à nos côtés, dans les événements que nous organisons et discuter avec des experts qui n'ont pas toutes les réponses, mais qui ont vécu et qui peuvent partager avec vous cette expérience. Alors, je commencerai mon propos par une déclaration de Loïc Fauchon, qui est le président du Conseil mondial de l'eau, hier à New York, justement, pour l'ouverture des événements, et donc qui disait Water is politics. Donc ça parle à des jeunes de Sciences Po, et je le cite, et l'eau a manqué, et les riches se sont inquiétés. Rien que je fais une petite parenthèse, quand on dit ça, ça peut paraître bizarre, mais enfin, l'eau a touché les riches, le manque d'eau, pardon, les sécheresses en France. Il n'y a pas un JT en ce moment, matin, midi et soir, depuis plus d'un mois,
où on ne parle pas de la problématique de la sécheresse, de la problématique du manque d'eau en plein hiver en France. Donc, voilà, il le dit, l'eau a manqué, les riches se sont inquiétés. Quand la Covid est arrivée, les riches se sont inquiétés, on a résolu le problème. Quand le sida est arrivé, les riches se sont inquiétés et on a résolu le problème. Quand la malaria est arrivée, les riches ne se sont pas inquiétés et on n'a pas résolu le problème. Peut-être qu'avec la sécheresse qui nous touche en Europe et aux États-Unis et en Australie, eh bien, les riches se rendent compte que quand je dis les riches, ce n'est pas péjoratif. C'est moi, hein, c'est nous tous qui vivons dans des conditions privilégiées. Je poursuis ce qu'il disait. L'eau, par sa présence excessive et son absence prolongée, est source de désastres. Nous les appelons les catastrophes liées à l'eau. Les croyants verront la main de Dieu, les écologistes parleront de la colère de la nature, et d'autres plus réalistes, dont je pense faire partie, pointeront du doigt les erreurs sans fin de l'homme. Donc, deux menaces aujourd'hui principales pèsent sur nos têtes. D'une part, la divagation climatique, mais également la démographie et l'augmentation du niveau de vie dans les pays en développement, sans lequel, soyons clairs, nous devrons affronter des migrations de plus en plus importantes, et surtout en Méditerranée. C'est la raison pour laquelle l'Institut méditerranéen de l'eau, que j'ai l'honneur de présider, s'associe pleinement au Conseil mondial de l'eau, dont je suis d'ailleurs gouverneur, pour dire arrêtons d'ignorer l'eau. C'est notre meilleur ami. En ce moment même se déroule, donc, comme vous l'avez signalé à New York, la conférence sur les Nations Unies, qui n'avait pas eu lieu depuis 1977. Il a fallu attendre 47 ans pour que l'eau soit un sujet d'intérêt en tant que tel. On en a parlé dans d'autres organisations, mais en tant que tel, alors qu'il s'agit d'une question vitale pour l'humanité. En 2015, les Nations Unies ont fixé les objectifs de développement durable pour 2030, dont l'objectif 6, qui est l'objectif qui vise à un accès universel à l'eau potable et aux services d'assainissement. Or, aujourd'hui, à mi-parcours, nous avons encore un quart de la population mondiale qui n'a pas accès à une eau potable. Je précise bien une eau potable. On estime à 2 milliards d'habitants et près de la moitié de la population mondiale qui ne bénéficie pas d'un service d'assainissement. Hélas, depuis 2015, peu de progrès ont été faits. Il faudrait aujourd'hui multiplier par 3, voire par 4 les efforts actuels qui ont permis seulement une hausse d'à peine 10% de la population mondiale ayant un accès correct à ces deux services vitaux. Mais entre-temps, la population a augmenté de plus de 10%. En outre, cette légère amélioration à l'échelle mondiale masque une dégradation en Afrique subsaharienne notamment, et dans les zones urbaines et périurbaines, comme le précise Gérard Payen, vice-président du Partenariat français pour l'eau. D'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'eau à l'avenir, je vous engage à aller voir le site du Partenariat français pour l'eau et du Conseil mondial de l'eau, de l'IME aussi, mais ça vous éclairera sur un certain nombre de sujets. Même en France, les autorités estiment à environ un peu moins de 500 000 personnes concernées par un mauvais accès aux services. Donc on est mal placé, même si c'est peu, 0,5% de la population, mais donc 30% à Mayotte, 20% en Guyane, en ce qui concerne uniquement l'accès à l'eau potable. Mais lorsque nous parlons d'accès à l'eau, de quoi parle-t-on? Quelques principes et quelques chiffres de base. Il faut savoir que la quantité d'eau sur la planète ne change pas. Elle est toujours identique. La seule différence, c'est qu'on a de moins en moins d'eau douce. Donc l'eau salée prend le pas. 97,2% d'eau salée, 2,8% d'eau douce, et un peu plus de 2% constitués par les pôles et les neiges éternelles. C'est qu'il nous reste moins de 1% qui se répartissent en 50% des eaux souterraines et 50% entre les lacs, rivières et fleuves dans le monde. Donc l'essentiel de l'atmosphère, donc ce qu'on appelle de l'eau atmosphérique, c'est-à-dire le grand cycle de l'eau, se trouve particulièrement concentré autour des tropiques et avec une répartition donc en quantité et en qualité montre bien une étendue
d'une réelle bien éloignée des moyennes. Donc là, je viens de vous donner un certain nombre de chiffres, mais la répartition ensuite sur la Terre est complètement erratique. En Méditerranée, par exemple, 70% des ressources en eau sont situées au nord. Donc il reste 30% pour le sud et l'est. Or, les populations sont plus nombreuses au sud qu'au nord. Les ressources en eau mondiale, en eau continentale, seule ressource d'eau douce renouvelable, représentent aujourd'hui 40 milliards de kilomètres cubes. Ça vous parle pas beaucoup, mais en tout cas, ça parle mieux quand on dit 5700 mètres cubes par an et par habitant. Au niveau, il faut savoir que cette quantité, en 1950, était 3 fois plus élevée. Ça veut dire qu'en 70 ans, on a divisé par 3 les ressources en eau douce disponibles sur la planète pour les populations, par tête d'habitant. Donc, et je terminerai mon propos liminaire par les notions qui ont rapidement été évoquées quand on parle de stress hydrique. En fait, il y a 3 niveaux. Il y a la vulnérabilité hydrique, qu'on estime entre 1500 et 2500 mètres cubes par an et par habitant. Le stress hydrique dont vous avez parlé, qui est entre 1000 et 1500 mètres cubes par an et par habitant. Et encore une fois, ce sont des moyennes. Hein. Même dans un même pays, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, en fonction des zones géographiques, on va trouver des choses complètement différentes. Et la pénurie hydrique, qui est c'est-à-dire inférieure à 1000 mètres cubes par an et par habitant, et ça touche déjà 40% de la population méditerranéenne et plus de 50% à l'horizon 2050. Donc la plupart des pays du sud et de l'est de la Méditerranée sont en situation de pénurie hydrique. Et en fait, dans le monde, vous avez 2 fois 9 pays assez typiques. Les 9 pays qui rassemblent 60% des ressources en eau, qui sont le Brésil, la Fédération de Russie, ça devrait vous parler, ça, par rapport aux événements qui arrivent aujourd'hui. Ils n'ont pas que du gaz et du pétrole, hein. Ils ont aussi beaucoup d'eau. L'Indonésie, la Chine, le Canada, les États-Unis, la Colombie, le Pérou et l'Inde. 0 en Méditerranée. À l'autre extrême, 9 pays qui disposent de sources extrêmement faibles. On peut imaginer, bien sûr, on comprend, le Koweït, Bahreïn, les Émirats arabes unis, mais Malte, Singapour, la Jordanie, Israël, la Palestine et Chypre. 5 pays en Méditerranée, sur les 9. Et enfin, quelques notions sur les consommations d'eau en zone urbaine. Et après, puisqu'on m'a dit qu'on parlera d'irrigation et d'agriculture plus tard, je me consacre sur les zones urbaines. Amérique du Nord, entre 350 et 400 litres par habitant et par jour. Asie, de 250 à 350 litres par habitant et par jour. La zone euro-méditerranée, donc l'Europe et la Méditerranée, entre 100 et 150 litres par jour et par habitant. L'Afrique, 75 en zone urbaine, 10 à 20 en zone rurale. Et l'OMS considère qu'il faut au moins 35 litres par jour et par habitant pour avoir une vie décente sans risque de maladie hydrique. Et on parle d'eau potable, pas d'accès à l'eau, d'eau potable. Voilà, donc les crises liées à l'eau menacent aujourd'hui la vie de 190 millions d'enfants dans seulement 10 pays d'Afrique, selon les Nations Unies. Voilà à peu près la situation. Et quand on vous parle de consommation, vous voyez que les États-Unis, qui sont peut-être un des pays qui va être le plus touché par les changements climatiques, ils en ont sous le pied, hein, parce qu'ils peuvent vivre comme les Européens. C'est pas une grande, je veux dire, il y a pas de grand sacrifice. Passer de la situation américaine à la situation européenne, je ne pense pas qu'il y ait de grands sacrifices à faire. Et on prend une douche tous les jours, hein, on lave sa voiture, voilà. Donc, ils peuvent diviser par 3 leur consommation. Donc, ça veut dire qu'ils en ont sous le pied et qu'ils peuvent faire des efforts pour faire face à ça. Voilà, c'était mon propos introductif et ensuite on verra pour les autres questions. Merci beaucoup déjà d'avoir un peu dressé le constat et la situation actuelle. Et du coup, ma question aussi, elle avait aussi pour but de comprendre
ça avait un but provocateur aussi de dire sommes-nous démunis face à cela, puisque bien sûr, il y a des solutions, il y a des moyens qui sont mis en place par différents acteurs. Et c'est aussi là où j'aimerais un peu avoir l'avis de, par exemple, Madame Seguerat, est-ce que vous avez quelque chose à nous dire par rapport aux moyens et aux solutions qui sont mises en place pour faire face à cette situation-là qui est assez critique? Oui, oui, bien sûr. Déjà, je vous remercie de nous donner l'opportunité. Quand je dis nous, je parle du SIAM, l'opportunité d'intervenir auprès de jeunes. Alors, bon, je vais peut-être juste dire 2 mots sur le SIAM parce que pour que vous compreniez un petit peu d'où je parle et un petit peu voilà, comment je compte articuler mon intervention. Donc, le SIAM, c'est le Centre international des hautes études agronomiques méditerranéennes. Et comme son nom ne l'indique pas spécialement, c'est une organisation intergouvernementale qui a 60 ans, qui a 60 ans aujourd'hui, et elle est exclusivement dédiée à la coopération agricole, dédiée aux questions liées à la sécurité alimentaire, au développement rural dans la région méditerranéenne. Et c'est aujourd'hui assez rare dans le paysage des organisations intergouvernementales de voir des acteurs de la Méditerranée promouvoir la Méditerranée, puisque c'est un espace qui est assez faiblement représenté du point de vue institutionnel. Et la coopération méditerranéenne, finalement, aujourd'hui, voilà, est un petit peu le parent pauvre des grands acteurs de la coopération. Et on est vraiment très fiers de pouvoir encore représenter cette région méditerranéenne comme un ensemble non seulement avec des points communs géographiques, mais avec une histoire commune, des civilisations communes, et on en est convaincu un avenir commun à construire. Rive nord, rive sud, rive est de la Méditerranée. Aujourd'hui, je pense que le constat qu'a dressé M. Messonnier est alarmant. On le rejoint à différents points de vue, en particulier quand il s'agit des connexions avec l'agriculture et l'alimentation dans notre région. Effectivement, cette vision méditerranéenne, ce projet commun de la Méditerranée, il est indispensable. Et il est indispensable qu'on le transmette et qu'on sensibilise un maximum de jeunes de la région méditerranéenne pour porter cet idéal. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, dans notre organisation intergouvernementale. Moi, je travaille au secrétariat général, donc c'est un petit peu la casquette un peu institutionnelle, mais on a des instituts agronomiques qui forment depuis 40 ans, 45 ans, des jeunes issus de la rive sud de la Méditerranée et est de la Méditerranée, sur tous les sujets, sur tous les métiers relatifs à une gestion durable de l'agriculture, de l'eau, des sols. Et ce qui est intéressant, c'est que ces étudiants qui viennent dans des campus où toutes les nationalités se côtoient. Voilà, les étudiants se rencontrent, découvrent ce que c'est qu'être méditerranéen, qu'on soit italien, espagnol, algérien, marocain, et au-delà des expertises et voilà, des hard skills qu'ils peuvent avoir, il y a vraiment on participe sans le savoir à de l'interculturel, de l'interreligieux, du dialogue, ce qui est fondamental aujourd'hui dans la région méditerranéenne. Je suis désolée, je fais un peu d'autopromo, mais je pense que c'est important de le dire. Et dans les solutions qu'on envisage, alors bien sûr, il y a les activités liées à la recherche, à la coopération, les innovations qui peuvent être mobilisées sur l'irrigation notamment, et c'est sur lesquelles on travaille beaucoup. Mais il y a aussi être créateur de ce nouveau narratif, accompagner ce narratif porté par les jeunes pour une Méditerranée et un développement durable et prospère pour les 2 rives de la Méditerranée. Juste pour rebondir un petit peu sur ce qui a été présenté par M. Messonnier, nous au SIAM, donc effectivement, la question de l'eau, elle est transversale, parce qu'on ne peut pas envisager de former sur l'agriculture, sur l'agronomie sans intégrer cette dimension-là. Voilà, le secteur agroalimentaire est dépendant de cela. Et peut-être aujourd'hui, si on doit faire un diagnostic ou si on doit présenter un petit peu les enjeux aujourd'hui pour nous, c'est vraiment en Méditerranée, on est face à un cocktail un peu explosif, puisque
on est un peu, on accumule toute une série de difficultés climatiques, environnementales, démographiques, sociologiques, politiques, et qui aujourd'hui peut inquiéter dans la mesure où, suite au Covid, suite à la crise, ou en tout cas à la guerre russo-ukrainienne, on reparle d'insécurité alimentaire. On met en perspective les difficultés liées aux sécheresses. Je ne sais pas si vous le savez, peut-être que là, depuis 2-3 ans, on a les pires sécheresses dans la région. Et donc, c'est vraiment cette accumulation qui nous interpelle en particulier. Donc, on a d'un côté une région qui a une très forte démographie, et c'est très positif. Donc, c'est autant de forces vives et autant de solutions pour demain, mais c'est autant de bouches à nourrir. Donc, une demande alimentaire qui est exponentielle. La population de la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, elle a été multipliée par 3,5 en 50 ans, ce qui est énorme. On a des habitudes alimentaires qui ont beaucoup évolué, avec une sorte d'occidentalisation un petit peu de l'alimentation, donc un régime beaucoup plus riche, des produits qui nécessitent énormément d'eau. Donc, il y a une demande alimentaire qu'il va falloir, comment dire, à laquelle il va falloir répondre. Il y a ce que vous avez dit, bon, cette problématique de l'eau qui est importante. Aujourd'hui, la plupart des pays de la rive sud sont pauvres en eau, sont en stress hydrique. Voilà, il y a eu de grands projets de barrages qui ont permis un certain temps de pouvoir répondre à cette demande importante de l'agriculture, mais aujourd'hui, avec les sécheresses, la plupart des barrages sont vides. Donc, il y a vraiment une réflexion à avoir sur des transitions de modèles agroalimentaires plus économes en eau, à mettre en place. Il y a aussi toute une réflexion à avoir sur la demande de l'eau. Malgré le fait qu'on soit pauvre en eau, on gaspille énormément d'eau. Donc, il y a énormément de travaux et d'améliorations à faire en matière d'économie en eau. Donc, mobiliser les innovations, travailler davantage sur les nouvelles technologies qui permettent d'avoir des gains extraordinaires, mais aussi parfois explorer des pistes qui sont très prometteuses, mais qui pour l'instant sont insuffisamment envisagées dans certains pays de la Méditerranée, comme par exemple la réutilisation des eaux usées. Il y a un pays qui le fait très bien, qui est Israël, et qui réutilise énormément de son eau, et je ne vais pas dire de bêtises, peut-être 70 à 80% de l'eau réutilisée sert à l'agriculture. Donc, on a un constat qui est alarmant, puisqu'il y a des contraintes économiques, sociales, politiques dans la région qui peuvent mener vraiment à des tensions importantes. Et on le sait, enfin, on a vu que beaucoup de tensions de révolte dans les pays arabes ont d'abord commencé par des revendications alimentaires. C'était l'inflation des prix de première nécessité, donc qui ont donné lieu ensuite, bien sûr, d'autres revendications se sont greffées. Mais au départ, il y a toujours souvent un déclencheur lié à la hausse des prix alimentaires. Donc, dans ce contexte-là, un stress hydrique ou une pénurie d'eau est bien évidemment un facteur aggravant. Donc, des solutions existent, sans doute insuffisamment mobilisées, et peut-être que pour pouvoir mettre en œuvre ces solutions à un niveau concerté, pluriacteur, puisque les solutions se trouvent à différents niveaux, peut-être qu'on rentrera plus tard dans le détail, il faut un cadre institutionnel, il faut une coopération méditerranéenne qui porte ce sujet-là, qui les porte ensemble, ce qui est aujourd'hui de moins en moins le cas. Très bien, merci beaucoup pour ces éclairages. Et je pense qu'on peut poursuivre sur la thématique de la sécurité alimentaire, et notamment donc, le fait que ce stress hydrique, au final, soit une menace réelle pour la sécurité alimentaire. Et ma question, c'est la suivante, et je commencerai à l'adresser à Madame Ayatilla en premier. Qu'est-ce qui est mis en place par les États, mais aussi par les autres acteurs? Je pense notamment aux organisations de la société civile, aux entrepreneurs locaux. Qu'est-ce qui est mis aujourd'hui en place pour répondre à ce risque d'insécurité alimentaire face à ces menaces qui concernent l'eau?
Merci beaucoup de me donner la parole et de m'avoir invité à intervenir. Je voulais tout d'abord indiquer que je rejoins totalement ce qui a été dit par Monsieur Messonnier et Madame Seguirat, et pour faire aussi le lien avec la thématique de la jeunesse sur les enjeux liés à l'eau, aux sécheresses et aux problématiques de sécurité alimentaire, aux problématiques agricoles de manière générale. Ça pèse énorme. La jeunesse est très fortement concernée parce que dans les pays de la rive sud notamment, les zones les plus affectées par ces changements sont notamment des zones rurales où on observe aussi énormément de phénomènes de migration et de migration de jeunes notamment, ce qui pose question sur ensuite tout le système, l'ensemble du système agraire et notamment de la main-d'œuvre agricole, typiquement. Parce que si les jeunes émigrent, vont en ville ou à l'étranger, la question de la main-d'œuvre rurale se pose d'autant plus. Je rappelle notamment que certains pays ont encore une main-d'œuvre qui est à dominante rurale, en tout cas qui a un fort pourcentage de main-d'œuvre rurale. Je pense notamment au Maroc, qui est un des pays où euh, le secteur agricole participe énormément à absorber la force de travail. Ce qui est mis en place par la société civile, d'où je viens un petit peu, pour avoir travaillé en ONG notamment. Bah, c'est beaucoup de projets d'urgence à ce stade. En tout cas, des projets qui relèvent davantage de l'urgence. Il y a beaucoup d'initiatives aussi et de volonté de faire changer un peu plus les politiques publiques. Mais pour ça, il y a un décalage aussi entre acteurs qu'on observe avec un soutien insuffisant, en tout cas, et un décalage entre la société civile et la capacité des politiques publiques et des acteurs à réellement changer les modèles de développement et notamment les transitions qu'évoquait Madame Seguirat. Donc, au niveau là, on l'a observé, il y a eu énormément de problématiques d'insécurité alimentaire, ou en tout cas de crainte d'insécurité alimentaire dans certains pays. La plupart des projets, je vous le cache pas, notamment dans le secteur agricole, relevaient davantage de distribution, typiquement de kits de semences aux agriculteurs, de formation pour essayer de changer un petit peu leur pratique. Mais c'est pas comme ça qu'on va réellement amorcer des transitions et des changements. Ça se joue à des échelles un petit peu beaucoup plus macro. Bien évidemment, la société civile est importante et motrice, mais c'est pas par la société civile qu'on va réussir à, à réellement pouvoir euh, mettre en place cette transition. Il faut qu'il y ait une coalition de ces acteurs-là. Et aujourd'hui, malheureusement, dans très peu de pays, on a cet agrimage qui s'effectue. J'invite Monsieur Messonnier et Madame Seguirat à contester ou à confirmer ce propos, mais c'est le ressenti que moi j'en ai en tout cas. Mais typiquement, Monsieur Messonnier, on aurait aussi aimé avoir votre avis concernant le rôle des acteurs, notamment étatiques, face à cette problématique-là. Bah, il est fondamental. Donc, je veux dire, on est en train de parler d'un bien commun. On ne parle pas d'un bien privé. Donc, c'est les politiques publiques qui doivent suivre derrière. Elles peuvent s'appuyer sur des compétences d'entreprises privées. Il y en a suffisamment. Je voulais revenir quand même sur ce qui vient d'être dit par Yasmine et Iman. Mais d'abord, Yasmine, je vous rassure, on peut voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Moi, je le vois à moitié plein. Donc, et il y a vraiment de quoi avoir de l'espoir en Méditerranée. Premièrement, la Méditerranée, au niveau mondial, dans le domaine de l'eau, est la seule région qui n'est pas un continent et qui est représentée au niveau du Conseil mondial de l'eau. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que quand il y a un forum mondial de l'eau, excusez-moi, voilà. Quand il y a un forum mondial de l'eau, eh bien, on parle du processus méditerranéen, du processus régional méditerranéen, comme on parle du processus régional africain, du processus régional Asie-Pacifique, du latino-américain, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a ici en Méditerranée, certes, toutes les problématiques, mais aussi toutes les solutions. Et aujourd'hui, les solutions pour demain, elles sont plus au sud qu'au nord de la Méditerranée.
Au nord, on a les technologies, au sud, on a les solutions. Vous avez parlé de réutilisation des eaux usées, vous avez cité Israël, c'est le modèle, mais au sud de l'Europe, il y a un pays qui s'appelle l'Espagne, et au sud de l'Espagne, on est au niveau israélien. C'est-à-dire, la région de Murcie, c'est 95% de réutilisation des eaux usées. 95% en agriculture. Et donc, ça veut dire que l'Europe sait faire si elle veut. Elle n'était pas confrontée jusqu'à présent à ce type de problème. Aujourd'hui, elle se trouve confrontée à ce type de problème. Et on a du mal à prendre des décisions. Et moi, j'aime bien raconter cette histoire parce que quand je vais au marché en Provence, et que j'aime pas beaucoup acheter des fraises en hiver ou des tomates en hiver, mais si je veux acheter des tomates en hiver ou en automne ou au printemps et des fraises, etc., eh bien, je peux le faire au marché. Et quand je vois d'où elles viennent d'où? Elles viennent du Maroc, elles viennent d'Israël ou elles viennent d'Espagne. Donc, et qu'est-ce qu'il se passe dans ces trois pays? Eh bien, elles sont arrosées par de la réutilisation des eaux usées. Et en France, la réglementation n'arrive pas à avancer. Et donc, j'ai jamais vu l'ARS de Perpignan interdire les camions qui montent de Murcie jusqu'en France et leur dire vous passez pas et vous vendez pas. Donc, en fait, aujourd'hui, on mange des produits, des légumes qui sont arrosés avec des eaux réutilisées. Et en France, on se bloque on bloque la situation et on ne permet pas donc aux agriculteurs à développer. Ceci étant, c'est pas si simple parce qu'il y a toute une procédure à mettre en place. Nous avons rédigé, d'ailleurs il y a très peu de temps, un guide pratique sur comment envisager un projet de réutilisation des eaux usées et sur la base d'expériences en Tunisie et pas sur la base d'expériences en France. Mais ce sont des entreprises françaises, le Canal de Provence, la Société des eaux de Marseille et l'Institut méditerranéen de l'eau avec le ministère de l'Agriculture tunisien qui ont rédigé ce guide. Donc voilà, c'est un exemple. Donc aujourd'hui on a les solutions techniques. Ce qu'il faut, c'est que là où il y a les moyens, encore une fois, pour l'énergie, c'est un peu la même chose. Hein, énergie et eau, même combat. Hein. On parle de la transition énergétique, on peut parler de la transition hydrique. On parle du mix énergétique, aujourd'hui, on peut parler du mix hydrique. C'est-à-dire qu'on a des ressources naturelles d'eau douce dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis il y a les ressources en eau non conventionnelles, que sont le dessalement, et la réutilisation des eaux usées notamment. Et donc ça, ces ressources en eau non conventionnelles sont très peu utilisées en France, 1%, en Espagne 15%, au Maroc, au Maghreb, on oscille en fonction des pays entre 10 et 15% aussi, mais c'est en train de monter en puissance et puis on a jusqu'à 75% en Israël. Donc ça veut dire que les solutions existent. Maintenant, c'est aussi été dit, il faut être capable, notamment dans le domaine agricole, il faut savoir quand même qu'au sud et à l'est de la Méditerranée, l'agriculture représente 80% des besoins d'eau. En France, c'est que 45%. Mais au Maghreb, et puis en Israël, et puis au Liban, en Palestine, en Jordanie, en Égypte, c'est 80%. Donc, s'il y a des efforts à faire, c'est plus facile de faire des efforts. Il faut faire des efforts dans les villes, il faut améliorer les rendements de réseau, il faut réparer les fuites, il faut investir dans le renouvellement des réseaux. Très bien. Mais la première chose à faire, c'est de revoir la politique agricole. Donc, là, on est dans une situation où on a peut-être un peu fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis convaincu que c'est une accumulation d'erreurs humaines qui nous a amené à la situation dans laquelle on est aujourd'hui. L'agriculture, on n'était peut-être pas obligé de faire certaines agricultures dans des pays où il n'y avait pas d'eau, c'est-à-dire des agricultures à forte consommation d'eau, alors qu'on est faible en eau, on est même plus en stress, on est en pénurie hydrique. Donc c'est des situations qui doivent faire réfléchir, et c'est le cas, notamment en Tunisie et au Maroc, deux cas que je connais relativement bien, où les autorités, donc les politiques publiques, se sont dit, bon maintenant c'est terminé, il faut que vraiment on ait une planification à long terme. Donc la planification, la vision c'est 2050. Et sur cette base d'études des ressources en eau 2050, qu'est-ce qu'on peut faire? Et c'est pour des jeunes de sciences politiques, je pense que c'est très important de voir ça, parce que je pense que c'est la première fois, peut-être au monde,
où on va baser une politique, une stratégie de développement économique d'un pays sur sa capacité à faire face en ressources en eau. Je ne sais pas s'ils iront jusqu'au bout, mais c'est leur forte volonté, aussi bien en Tunisie qu'au Maroc. Et donc, on se donne des perspectives de réutilisation des eaux usées dans le cas tunisien, par exemple, qui sont très importantes, très ambitieuses, 85%. C'est-à-dire qu'ils envisagent en 2050 d'avoir 85% de réutilisation des eaux usées. Donc, c'est ambitieux, ce n'est pas impossible puisque d'autres pays l'ont fait. Donc, et la Tunisie est bien structurée en savoir-faire, en compétences dans le domaine de l'assainissement. Quand on inaugure, pour vous donner un exemple, quand on inaugure la station d'épuration de Marseille en 1986, ça veut dire qu'avant, il n'y avait pas de station d'épuration. En Tunisie, il y en a 80. Voilà. Donc aujourd'hui, il y en a 105, plus de 150, mais il y en avait 80 en 1986 déjà. À Marseille, on n'avait pas de station d'épuration. Voilà. Et pourtant, on rejetait en Méditerranée, etc. Bon, c'était comme ça. Donc aujourd'hui, la situation est comprise. Pourquoi? Parce que ça touche les pays riches. Et comme ça touche les pays riches, on va mettre en place des solutions, on va trouver des solutions. Bien sûr, il faut de l'argent, mais l'argent, c'est pas l'argent, c'est un outil. La finance, c'est un outil. Ce qu'il faut, c'est être performant dans ce qu'on fait. C'est-à-dire, premièrement, connaître la demande en eau, mais avant de connaître la demande en eau, il faut se poser la question de qu'est-ce que je vais faire? Quels sont mes usages en eau? Donc, quel type d'agriculture vers où je vais aller? Quel type d'habitat? Quel type de tourisme? Quel type d'industrie? L'exemple de l'Office chérifien des phosphates au Maroc est très intéressant à cet égard. Le plus gros industriel du pays, le plus gros consommateur d'eau, sera autonome en eau en 2027. Et donc l'objectif c'était 2030, ils seront autonomes en eau, c'est-à-dire qu'ils vont produire leur propre eau à travers le dessalement et la réutilisation des eaux usées pour l'industrie du phosphate. Donc, ils ne prélèveront plus une goutte d'eau dans le milieu naturel. Et ça, c'est un exemple que je cite personnellement au niveau international. Donc la Méditerranée, quand on est présent dans des instances comme l'événement de New York en ce moment ou le Forum mondial de l'eau dont le prochain aura lieu à Bali en 2024, eh bien on présente ce type d'exemple. Et donc ça veut dire qu'il faut être positif. Je veux dire, ça existe. Certes, c'est une grosse multinationale, c'est une société cotée en bourse à New York. Ok, très bien. Mais c'est une société 100% marocaine. Donc, ça veut dire qu'on peut trouver des solutions dans ces domaines-là. Et dans le domaine agricole, ça a été cité, les innovations existent pour minimiser la demande, optimiser l'usage de l'eau. Il faut absolument investir dans la performance. Si on est performant en gestion des ressources en eau urbaines, agricoles, industrielles, automatiquement, on va retrouver la confiance des usagers, que ce sont les agriculteurs, que ce sont les citoyens et qui payent pour le service. Pour le service, on ne paye pas pour l'eau, hein, on paye pour le service. C'est-à-dire on paye pour des réseaux, on paye pour des stations, on paye pour des barrages, on paye pour des transferts, on paye pour le traitement, on paye pour l'acheminement de l'eau jusqu'au robinet. Voilà, on paye pour ça, on ne paye pas pour l'eau. Donc ces gens-là reprennent la confiance parce que le meilleur financement de l'eau, c'est quand même l'usager. Je veux dire, c'est bien d'aller chercher. Après, il y a des péréquations à faire, il y a des zones particulièrement pauvres, très bien. Là, on trouve d'autres solutions de subventions, etc. Mais d'une manière générale, déjà, si on fait ça, ça sera bien. Aujourd'hui, dans la zone d'Agadir, il y a une station de dessalement qui vient d'être construite de 200 000 m3 jour, qui sera portée à 400 000 m3 jour. 50% pour l'usage d'Agadir en tant que ville et 50% pour les serres autour d'Agadir. Ça veut dire que les paysans, enfin les agriculteurs, c'est plus les paysans, les agriculteurs qui sont en charge de ça ont accepté de payer le prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont un marché à l'export qui marche et qui va bien. Donc on peut se poser la question sur ça, mais n'empêche que c'est les faits. Et la station, elle est construite. Aujourd'hui, c'est déjà 100 000 m3 jour qui sont utilisés pour les serres. Donc les solutions existent, mais il faut repartir de la demande et de la vraie demande, de se poser la question sur quelle va être ma demande, donc quels seront mes usages en eau à l'avenir. Et donc de plus, ce qu'on disait, ignorer l'eau. L'eau doit être, on doit la protéger, on doit vraiment se rendre compte que c'est un usage vital. Et que donc, et aujourd'hui, on en a de moins en moins, compte tenu que la population, quand je suis né, on était à peu près 2 milliards d'habitants, on est 8 milliards.
Donc, ça ne s'est pas fait depuis l'âge de la pierre, hein. Ça s'est fait là, dans les 60 dernières années. Donc, et pour terminer là-dessus, la Méditerranée est plutôt bien lotie, plutôt bien lotie. C'est-à-dire que si on compare à l'ensemble de la planète, en Méditerranée, on a un accès à l'eau en zone urbaine qui est quand même assez satisfaisante. Il y a des progrès à faire de partout. Je vous ai cité même l'exemple de la France, hein. Je veux dire, c'est pas parce qu'en France métropolitaine, on a 100% de raccordement qu'on doit être content. Moi, je trouve scandaleux qu'en Guyane, on n'est pas 100%, puisqu'on est des donneurs de leçons et qu'on dit il faut faire, il y a qu'à Faucon, mais il y a qu'à Faucon. Mayotte, c'est un peu différent, mais parce que les taux d'immigration sont très forts. Mais en Guyane, ce n'est pas nécessairement le cas. Et en Martinique, en Guadeloupe, on a encore des situations compliquées. Voilà à peu près, on peut revenir sur les usages et sur d'autres questions plutôt géopolitiques. D'ailleurs, c'est des enjeux forts. Beaucoup de gens parlent de guerre de l'eau. Moi, j'aime pas du tout parler de guerre de l'eau. Il n'y a pas de guerre de l'eau. Bien sûr, il y a des conflits qui sont dus à des répartitions notamment transfrontalières de la ressource en eau. C'est le cas avec le Tigre et l'Euphrate entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. C'est le cas, bien sûr, avec le Jourdain entre Israël, la Jordanie et la Palestine. Ceci étant, même dans le cas de cette zone géographique particulière, eh bien, c'est l'eau qui a permis aux gens de se mettre autour de la table. Et ils se voient régulièrement. Donc, bien sûr, ça reste un enjeu fort, mais ça permet de discuter aussi. Et l'exemple le plus intéressant, à mon sens, c'est l'exemple de l'Office du fleuve Sénégal, qui correspond à 5 pays d'usage du fleuve Sénégal et qui fonctionne à merveille. C'est-à-dire que là, on connaît les ressources en eau du fleuve Sénégal, on connaît la répartition par pays et c'est suivi de manière très sérieuse et en accord avec l'ensemble des pays. Donc, je préfère parler de l'hydrodiplomatie face à ces risques de conflit, parce que l'eau, au contraire, est tellement importante qu'elle oblige les gens à s'asseoir autour de la table. Et n'oubliez pas que la Fédération de Russie est un des premiers pays avec des ressources en eau. Donc, ils n'auront déjà pas ce problème à régler. Ils en ont d'autres, mais pas celui-là. Voilà. Écoutez, merci. On reviendra sur la question de la géopolitique de l'eau en troisième partie, mais vu que le temps avance, je pense qu'on peut passer à la deuxième partie qui était plutôt centrée sur le développement humain et notamment sur la jeunesse dont on a commencé un peu à parler en ce début de table ronde. Donc, selon les données de la Banque mondiale, le taux de chômage chez les jeunes dans la région du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord, il avoisine 25,5%, donc ce qui est énorme. Et donc, on aurait aimé avoir vos éclairages sur les causes de ce chômage de masse qui explose dans cette région-là. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour faire face à ce chômage et à cette situation qui paraît explosive? Je pense qu'on peut commencer avec vous, Madame Seguirat. Oui, merci beaucoup. Après, je pense qu'on aura le temps de revenir sur les enjeux liés à la sécurité alimentaire et l'agriculture, parce que j'avais vraiment pas des pistes, mais en tout cas, ce que j'avais en tête, c'était de vous proposer un panier de solutions pour venir un petit peu sur ce que Monsieur Messonnier avait évoqué. Donc, il y avait les enjeux technologiques, et des innovations, mais aussi les innovations sociétales. Mais on pourra en parler plus tard tranquillement. Pour ce qui est de cette question liée aux jeunes, effectivement, bon, la part des jeunes en situation de non-emploi, donc pas spécialement au chômage en plus, donc qui sont voilà, ni en formation ni en emploi, est très importante. Beaucoup sont aussi sont concernés les femmes, les jeunes femmes, avec parfois des particularités, puisque ce qui est paradoxal dans les pays, en tout cas de la rive sud de la Méditerranée et les pays arabes, c'est que beaucoup de jeunes filles sont très, très diplômées, mais finalement représentent une partie importante des personnes en situation de chômage. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça dans notre secteur d'activité? Aujourd'hui, la moyenne d'âge des agriculteurs au Maghreb, elle est de 57 ans, avec donc un vieillissement, avec un non-renouvellement générationnel. Donc, les enfants ne veulent pas reprendre les exploitations agricoles, les fermes des parents, parce que c'est associé à des métiers pénibles,
Ce sont des métiers qui ne sont pas valorisés socialement. Ce sont des conditions difficiles de travail, souvent dans l'informel. Il y a une grande partie des travailleurs voilà, le font dans un contexte d'informalité, donc pas de protection sociale, pas de filet de sécurité. Et quand on a eu la crise du Covid et le confinement, les zones rurales ont beaucoup souffert de ça, puisque elles n'ont pas, enfin, les populations rurales et agricoles n'avaient pas pu bénéficier de certaines protections, de certaines aides financières, parce que voilà. Alors oui, et ça a été aussi une occasion, parce que j'essaye aussi de voir à chaque fois le verre un peu plein. Ça a été, par exemple, le Covid, une occasion aussi de ramener les personnes qui étaient dans l'informel à se déclarer, justement pour pouvoir bénéficier de tout un dispositif d'appui pour les accompagner pendant cette période de confinement et pendant le Covid. Donc, les zones rurales et agricoles sont moins attractives pour les jeunes. Beaucoup des forces vives jeunes s'en vont, choisissent la migration. D'abord à l'intérieur du pays, parce qu'on le dit assez rarement, mais la question migratoire, elle est d'abord en interne, dans le pays. Elle est d'abord transfrontalière, donc entre les pays, et dans un second temps, voire un troisième temps, concerne des personnes qui viendraient de la rive sud vers la rive nord. Et alors, nous, au SIAM, on est un observateur enfin, on observe les évolutions des mondes paysans et agricoles méditerranéens, et bien évidemment, on alerte autant que possible les autorités pour essayer de sensibiliser sur le fait qu'il faut investir davantage, non seulement dans une agriculture plus attractive et plus rémunératrice, mais aussi tout ce qui permet aux jeunes dans les zones rurales de pouvoir se projeter dans ce territoire-là. Et donc, ça veut dire aussi travailler sur l'accès aux biens et services essentiels, sur des enseignements de qualité, sur voilà. Et aujourd'hui, c'est quelque chose pour lesquels les pouvoirs publics sont de plus en plus attentifs, puisque on a, avec le Covid et la guerre récente russo-ukrainienne, on a compris à quel point on était très vulnérable du point de vue de la sécurité alimentaire. Beaucoup des pays de la rive sud sont des grands importateurs de produits alimentaires. Toutes les chaînes logistiques ont été perturbées, et on a compris à quel point finalement il y avait un intérêt à relocaliser, à reproduire localement, à former autant que possible pour pouvoir subvenir voilà, à cette demande alimentaire. Ça ne veut pas dire s'enfermer, puisque aujourd'hui les pays méditerranéens ne peuvent pas être autosuffisants d'un point de vue alimentaire pour toutes les raisons qu'on a expliquées, puisqu'on a des ressources naturelles qui sont limitées. Mais c'est une opportunité peut-être pour resserrer pour resserrer au niveau de la région. On a vu les limites de cette mondialisation, de ces systèmes agroalimentaires mondiaux, et peut-être que ces crises nous poussent à recentrer, à réfléchir aux complémentarités que les pays méditerranéens peuvent avoir du point de vue de la production agricole et alimentaire. Et encore une fois, je reviens avec ça, mais réinventer ensemble un narratif dans lequel l'agriculture, l'alimentation, la gastronomie, les gastronomies méditerranéennes pourraient être vraiment une voie de la coopération méditerranéenne. Et bien évidemment que le rôle des jeunes, il est central là-dedans, puisqu'il y a un intérêt aujourd'hui sur les produits traditionnels, sur la diète méditerranéenne. C'est quelque chose sur lequel on travaille énormément, qui est non seulement bonne pour la santé, mais qui est aussi bonne pour les territoires, bonne pour la planète, puisqu'elle c'est une diète qui est ancestrale et qui respecte toute une série de critères dans la production. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on travaille. On essaye aussi par l'alimentation, d'attirer des jeunes sur ces activités agricoles. Il y a des produits qui sont en train de revenir en force, comme les légumineuses, qui sont aujourd'hui vraiment une identité très forte de la région méditerranéenne, qui permettent d'avoir des protéines voilà, au même niveau que les protéines animales, mais qui en même temps ont la vertu d'être voilà, un partenaire pour la prévention et contre le changement climatique, l'adaptation, l'utilisation des sols. Donc, il y a des produits comme ça qui peuvent être remis voilà, au goût du jour, et qui peuvent être créateurs
de nouvelles filières. Et vraiment, c'est un travail qui se fait avec les territoires, avec les jeunes entrepreneurs, avec les acteurs publics, privés et les consommateurs, puisque les consommateurs ont un rôle important à jouer là-dedans. Et voilà ce que je voulais dire par rapport à ce partenariat qu'il faut co-construire, et en particulier avec les jeunes dans les zones rurales et agricoles. Très bien, merci beaucoup. Madame Ayatilla, on aurait bien aimé avoir aussi votre avis concernant la formation professionnelle au final de ces jeunes qui ne rejoint pas forcément la demande du marché du travail. Donc, est-ce que vous pouvez un peu nous donner votre avis sur cette question-là de formation professionnelle, s'il vous plaît? Oui, oui, tout à fait. Je vais commencer peut-être par un chiffre pour donner une idée de l'ampleur de l'enjeu de la jeunesse en zone Méditerranée. C'est des projections de la Banque mondiale qui estime à plus de 300 millions le nombre de jeunes qui arrivera sur le marché du travail en zone Moyen-Orient, Afrique du Nord, à horizon 2050. Donc on voit bien le facteur démographique ici. La jeunesse représente une partie importante de la population, les 15-29 ans d'autant plus aujourd'hui. Et c'est ceux qui sont le plus touchés, vous l'avez rappelé, par la problématique du chômage ou de l'emploi informel ou de l'emploi précarisé. Et au sein de cette classe d'âge, Madame Seguirat l'a évoqué, les femmes, tandis qu'elles sont par ailleurs parfois surdiplômées. Euh, et moi, ce que je vous propose de vous exposer là, c'est, comme vous l'aviez demandé, essayer de comprendre pourquoi, au fond, on a autant de jeunes au chômage aujourd'hui, alors qu'on a des systèmes éducatifs qui sont évidemment perfectibles, mais qui ont le mérite d'exister et je dis bien, qui essayent de se rénover. Ce qu'il faut, un des facteurs principaux, c'est l'incapacité de ces économies à créer de l'emploi. Aujourd'hui, il y a une véritable bataille des chiffres, mais je vais donner l'exemple au Maroc. On estime à entre 30 000 et 160 000 le nombre d'emplois créés en moyenne ces dernières années, alors qu'on estime à entre 300 et 500 000 le nombre de jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc vous voyez bien qu'il y a une différence entre le nombre d'emplois disponibles et nouvellement créés et le nombre de jeunes qui arrivent. Une incapacité à absorber ces nouveaux arrivants. Il y a un second élément qui est essentiel à rappeler, c'est une réelle inadéquation entre les systèmes de formation et ce qui est demandé, les compétences qui sont demandées aujourd'hui sur le marché du travail. Au-delà des compétences, c'est les types d'emplois disponibles sur le marché du travail. On a eu tendance dans certains pays à pousser la jeunesse à aller vers des filières dites plutôt générales, voire à aller à l'université. Sauf que les marchés de l'emploi aujourd'hui ne sont pas capables d'absorber toute cette masse de jeunes sortis de l'université. La structure économique de ces pays-là ne produit pas ce type d'emploi, en tout cas pas en nombre suffisant. Et je vais m'attarder rapidement sur le cas de la Tunisie. En Tunisie, une des revendications aussi des jeunes en 2011, et notamment de la jeunesse formée et qui était diplômée de l'université, c'était mais on n'a pas assez d'emplois. Il n'y a pas d'emploi à la sortie de l'université. On nous pousse à aller à l'université, sauf qu'on ne nous prépare pas à la sortie. Il n'y a pas d'emploi décent. Et ça, c'est un fort enjeu. C'est cette inadéquation qui est liée en partie à une absence de dialogue entre les acteurs de la formation et les acteurs du marché de l'emploi. Donc ça, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, quand on visite des centres de formation dans certains des pays, en Afrique du Nord, mais aussi au Liban, qui est un cas que je connais d'autant plus, on se rend très vite compte que les acteurs de la formation, donc les enseignants, les directeurs d'école, mais en fait tout le système éducatif ne va pas chercher à dialoguer avec les acteurs de l'emploi, que ce soit avec les syndicats, avec des entreprises, avec le ministère du Travail. Il y a très très peu de dialogue entre les ministères de l'Éducation et les ministères de l'Emploi. Je généralise un peu, les situations sont un peu différentes en fonction des pays, mais c'est quand même une grosse tendance. Et un élément, moi, qui me paraît assez important aussi et sur lequel, pour le coup, j'ai travaillé ces dernières années,
c'est l'obsolescence des programmes de formation et des pratiques pédagogiques et des modalités de formation. C'est qu'aujourd'hui, on ne prépare pas des jeunes à être autonomes, à savoir se former dans un marché de l'emploi qui évolue extrêmement rapidement. Aujourd'hui, en Afrique du Nord et dans la rive sud-est de la Méditerranée notamment, les marchés de l'emploi sont dynamiques. On parle en France souvent et en Europe de nouveaux métiers qui arrivent, d'un marché de l'emploi changeant et évolutif. Il faut savoir que dans ces pays, le changement, il est d'autant plus rapide. Là où en Europe du Nord, on a eu un changement un peu plus progressif. Dans la rive sud, je vais parler des nouveaux métiers typiquement dans le secteur de l'informatique. L'arrivée de la demande sur des métiers liés aux compétences numériques, au développement informatique et la demande en compétences digitales de la part des diplômés est extrêmement importante et c'est faite en quelques années. Donc, voilà, je pense que ces brefs éléments qui sont importants à rappeler et qui expliquent pourquoi on se retrouve avec autant de jeunes dans cette fameuse situation de NEET qu'évoquait Madame Seguira, donc Neither in Employment nor in Education, des jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en éducation, ni en formation, qui pour certains d'entre eux décrochent scolairement très très tôt et qui ont du mal ensuite à retrouver, à s'orienter et à s'intégrer sur le marché de l'emploi. Alors, je vais rappeler juste un élément important qui a été démontré dans des études sociologiques. L'intégration sur le marché de l'emploi est un facteur extrêmement important de l'insertion sociale. Et donc aujourd'hui, on retrouve des jeunes qui ne sont pas insérés socialement, notamment parce qu'ils ne peuvent pas s'intégrer sur le marché de l'emploi. Et je vais finir par un dernier élément sur la structure même des systèmes éducatifs et le déséquilibre qu'on observe. J'en parlais rapidement, mais quand on pousse des jeunes à aller vers des filières universitaires et des filières générales, tandis que le marché de l'emploi n'est pas prêt à absorber tout ça, ce qui se cache derrière aussi, c'est la vision des États et des politiques publiques. Aujourd'hui, la part du budget dans l'éducation est assez faible, de manière générale, dans tous les pays de la rive sud et est de la Méditerranée. Et quand on rentre dans le détail, la part du budget alloué à la formation professionnelle est beaucoup plus faible que celle allouée à la formation générale. Or, aujourd'hui, ce qui est demandé, c'est des profils de techniciens. Aujourd'hui, sur les métiers, le marché du travail, pardon, au Maroc, en Tunisie, au Liban, en Égypte, c'est des profils plutôt de type technicien et pas des profils de type ingénieur ou en tout cas formés au niveau universitaire. Voilà, je vais m'arrêter là, mais on voit aussi, je ferai lien un peu avec la situation en France et en Europe du Sud, mais on voit aussi que cette problématique de la jeunesse, elle met en lumière aussi des biais culturels, notamment sur la formation professionnelle et le monde universitaire, ce déséquilibre où la voie professionnelle est vue davantage comme une filière de refuge pour éviter le décrochage ou alors pour raccrocher les décrocheurs. Et pas du tout comme une filière où il y aurait potentiellement des emplois disponibles qui restent à créer. Très bien, merci beaucoup, Madame Ayatilla. Est-ce que Monsieur Messonnier ou Madame Seguirette souhaitaient ajouter quelque chose à ce qui vient d'être dit? Moi, je suis agréablement surpris par votre qualité d'analyse des situations à toutes les deux. Franchement, bravo. D'ailleurs, quand on aura terminé, je vous proposerai de continuer nos discussions parce qu'on a besoin de cette vision pour faire avancer les choses ensemble et pas les experts d'un côté, les jeunes de l'autre, etc. Il faut qu'on puisse discuter. Je suis convaincu que les solutions dans tous ces domaines, que ce soit pour la ressource en eau, pour son optimisation, ou que ce soit pour l'emploi, je vais vous parler de ça là tout de suite. Elles doivent naître de la discussion entre les usagers pour l'eau. Il faut expliquer aux populations, aux citoyens, c'est quoi la problématique, c'est quoi le problème. Voilà. Et on commence à le faire
au niveau médiatique, mais souvent, ce que cherchent les chaînes de télévision, c'est le scoop. C'est ça qui les intéresse. Il se passe ça, ça y est, il va y avoir la guerre à tel endroit parce qu'il y a un manque d'eau. Il va y avoir ci, voilà, ils vont attaquer. Ou telle région en Espagne n'est pas d'accord avec l'autre. Donc finalement, les Espagnols, ils n'ont pas de leçons à donner aux Français. Enfin, on entend tout et son contraire, alors qu'on devrait s'asseoir calmement et poser les choses. Et c'est pareil, je pense, pour la vision sur l'emploi qui est un enjeu majeur, hein. Je crois que c'est dans un des rapports de la Banque mondiale en 2019 ou 2020 où on évaluait à peu près à quelques 20 millions de migrants. Et vous avez raison, Yasmine. Je veux dire, ce sont des migrants chez eux d'abord. Ils sont d'abord migrants dans le pays, ensuite ils vont dans le pays d'à côté. Et puis, il y en a très très peu qui font la tentative de folie de traverser la Méditerranée. Et heureusement d'ailleurs, heureusement, parce qu'ils savent que c'est extrêmement dangereux. Mais il y en a quelques-uns. Donc, mais aujourd'hui, à cette époque-là, je crois que c'est 2019-2020, ils évaluaient à 20 millions de migrants en Afrique du Nord, seulement en Afrique du Nord. Donc c'est colossal. Pour les jeunes, humblement, ce que l'Institut méditerranéen de l'eau collabore beaucoup avec l'Union pour la Méditerranée, nous avions à l'époque, au titre d'une autre fonction que j'avais dans une autre association, donc qui était les conseillers du commerce extérieur de la France, nous avions visité le deuxième secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée à Barcelone. On était en 2011 et pour lui présenter ce qu'on faisait, parce que donc l'Union pour la Méditerranée était relativement récente. Et nous, en tant que conseiller du commerce extérieur de la France, on voulait présenter à l'Union pour la Méditerranée, peut-être discuter avec eux sur les solutions à apporter en Méditerranée, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait les aider. Et ce jour-là, le secrétaire général, qui était marocain à l'époque, le premier marocain, parce qu'il y en a eu un second ensuite, nous avait dit, écoutez, moi j'ai un problème majeur en ce moment à Rabat, on a une grève de la faim de jeunes doctorants. Donc, c'est la première partie de votre présentation, Iman, c'est-à-dire les jeunes diplômés qui n'arrivent pas à trouver un emploi. Alors, peut-être qu'ils ont été mal orientés, on les a orientés vers des filières en général pour faire un doctorat en sociologie ou je ne sais pas quoi, en psycho, et puis ils ne trouvent pas d'emploi. Très bien. Donc, il nous avait dit, qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous aider? Donc, on s'était regardé, et à l'époque, on avait mené avec nous le président de l'association des écoles d'ingénieurs et de management de Méditerranée, ce qu'on appelle le RMEI, et qui existait depuis plusieurs années. Et donc, en rentrant, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Et en fait, pour faire bref, on a créé un programme qui s'appelle Omer. Donc, et ce programme, on avait voulu l'appeler Volontaires pour la Méditerranée. Et volontaires de la Méditerranée pour un pendant par rapport à ce qu'on appelle les VIE en France, les volontaires internationaux d'entreprise. Et quand j'ai discuté avec ma fille, qui a votre âge, et je lui disais ça, elle était étudiante encore à l'époque, elle me dit, papa, tu vas quand même pas appeler ça VDM. Et moi, je lui dis, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Elle me dit, mais papa, c'est vie de merde. Et à l'époque, je lui avais dit, mais puisque tu es si intelligente, voilà, trouve-moi un acronyme qui marche bien. Et c'est elle qui a trouvé Homer pour High Opportunity for Mediterranean Executive Recruitment. Donc l'idée, c'est de faire des jeunes ingénieurs et des jeunes managers qui sont formés, alors pas ceux qui viennent en France, en Europe, hein, qui font HEC ou Centrale ou Polytechnique, non, pas ceux-là, ils ont besoin de personne. Ils ont eu la chance de réussir leurs études et d'avoir les moyens de venir en France ou au Canada, à McGill, pour aller faire leur master. Donc ceux-là, ok. Par contre, des autres, ceux qui sont dans les universités en Tunisie ou au Maroc, donc c'était leur offrir la possibilité d'améliorer leur employabilité pour qu'ils rentrent chez eux pour créer quelque chose, soit pour travailler dans une filiale de la société dans laquelle ils avaient été formés, soit chez un partenaire, etc. On a eu beaucoup de mal à mettre ça en place et c'est compliqué. Et pourtant, parce que l'idée au départ, c'était de partir sur une année de césure. Une année de césure au Maghreb, ça n'existe pas. Vous allez voir une université au Maghreb où vous dites, voilà, moi je suis en 3e année d'école d'ingénieur et entre ma 3e et ma 4e année, je veux partir un an en Italie. Ça, vous dites, écoutez monsieur, vous prenez votre décision, vous avez fini vos études. Voilà. Donc, c'est aussi l'évolution que doivent avoir les ministères d'éducation, etc., pour ouvrir des possibilités qui existent en Europe. Hein. En Europe, on peut très bien s'arrêter pendant un an et
et reprendre ses études par la suite. Et voilà. Donc ça fait partie des choses. Parce que vraiment là, pendant une année, on apprend l'entreprise. C'est ce qui manque aux jeunes. C'est d'avoir le contact avec l'entreprise et la réalité. C'est quoi la réalité? Je veux dire, on peut sortir d'une très belle école de commerce et puis se rendre compte que la vie, en fait, c'est pas exactement ce qu'on a vu dans les études de cas. Donc, on a vu des études de cas, c'est très bien. Donc là, l'idée, c'était ça. Moi, j'y crois toujours. Je pense que c'est un programme qui doit se développer. Il existe au Mer France, au Mer Maroc, au Mer Algérie, au Mer Tunisie, au Mer Égypte, au Mer Liban. Mais ça a du mal à se développer et on nous critique en disant oui, mais vous avez créé quelque chose qui exporte les cerveaux. C'est-à-dire les jeunes, ils partent en France et puis finalement, ils ne reviennent plus. Pourtant, ils le font dans le cadre de leur étude, de leur master, puisque c'est dans le cadre de la formation des 6 mois fin de master. Donc, ils sont bien obligés de revenir pour se diplômer. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a des solutions comme ça à mettre en œuvre. Ça, c'est pour aider justement à la création d'entreprises. Parce que si vous avez dit, on ne crée pas assez d'emplois, mais pour créer des emplois, il faut des entrepreneurs. Ce qui crée des emplois, c'est les PME, ce n'est pas les grands groupes. Je veux dire, en France ou ailleurs dans le monde, c'est les petites et moyennes entreprises. La force de l'emploi de l'Allemagne, c'est les PME. De l'Italie, pareil. En France, un peu moins parce qu'on a l'administration. Mais, mais n'empêche que, voilà, en tout cas, c'est cette envie-là de créer qu'il faut arriver. Là, je sors un peu du domaine de l'eau, mais c'est cette envie-là qu'il faut arriver à créer. Et quand on a voulu adopter ça à le domaine de l'eau, parce qu'à l'IME, on s'est dit, ben, tiens, on va le faire avec nos membres. Nos membres, nous, en Tunisie, c'est la SONED, c'est l'ONAS, c'est la CKD Nord. Au Maroc, c'est l'Office national d'eau et d'énergie. Donc, on va travailler avec eux. Et là, nos collègues membres nous ont dit, oh là là, c'est compliqué parce que chez nous, de toute façon, tout recrutement, c'est un concours. Donc, ça n'apportait rien. Le fait d'avoir fait ça, ça n'apportait pas nécessairement une valeur ajoutée aux jeunes. Donc, il faut faire évoluer les choses. Je veux dire, pour rentrer chez Veolia ou chez Suez, on ne passe pas un concours. On passe un entretien. On ne passe pas un concours. Donc, ça aussi, ça fait partie des choses qu'il faut faire évoluer si on veut donc ouvrir ces possibilités et développer ça. Je reviens sur l'agriculture. L'agriculture, les métiers attractifs de l'agriculture. Un agriculteur français pourrait vous dire c'est la même chose chez nous. Mais parlons des pays du Sud. Il n'y a pas longtemps, nous avons découvert une nouvelle relation qu'on a développée avec le groupe Danone. Danone, 80% des entrants de Danone viennent du monde de l'agriculture. Donc quand Danone est en France, ça ne lui pose pas trop de problèmes. Quand Danone est en Espagne, ça commence à lui poser des problèmes. Quand Danone est au Maroc, ça lui pose beaucoup de problèmes. Ou en Tunisie, ou même aux États-Unis, en fonction de l'endroit où il se situe. Et donc, ils ont eu une réflexion stratégique en disant, finalement, on doit s'occuper de ça. On doit s'occuper de garantir nos intrants en lait de plusieurs milliers d'agriculteurs marocains qui nous garantissent l'entrée en lait. Sinon, demain, ils vont faire le forage, il n'y aura pas d'eau, ils vont vendre le bétail. Et nous, on sera… Donc, c'est aussi leur intérêt. Mais ce n'est pas de la RSE, c'est de la réflexion stratégique de la vie de Danone. Donc, c'est intéressant de voir que des grands groupes comme ça, en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'ils parlent de productivité, d'efficacité, de maintenance. Donc ils savent ce que c'est que gérer une entreprise et donc ils essayent d'aider en cela avec de la formation, du conseil et de la prise de participation du financement. La même chose avec le groupe AXA, le groupe d'assurance. AXA a créé une filiale qui s'appelle AXA Climate. Et AXA Climate Finance s'est rendu compte qu'ils avaient des situations compliquées à gérer, de plus en plus complexes, c'est-à-dire à indemniser de plus en plus pour des primes d'assurance qui ne peuvent pas augmenter indéfiniment. Donc, ils ont dit il faut qu'on travaille là-dessus. Donc, ils travaillent sur le monde industrie et sur l'agriculture. Donc, optimisation, par exemple, dans le cas de zones sèches, de sécheresse, eh bien, optimisation de l'agriculture, de l'analyse des sols, de qu'est-ce qu'on peut faire comme agriculture dans tel type de sol, comment optimiser. Aujourd'hui, par exemple, ce matin même, j'étais dans une conférence où le canal de Provence expliquait que dans le Var, vous savez que maintenant on arrose les vignes. Mon grand-père doit se retourner dans sa tombe, mais donc en fait, on n'arrose pas, on fait de la compensation. Sauf que la compensation, aujourd'hui, on a poussé la technologie
Et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, la technologie est très, très importante. Elle n'est pas suffisante, mais elle est très importante. Et jusqu'à mesurer, en fait, la sève de la vigne. Et c'est elle qui maintenant demande l'eau. Eh bien, en faisant cette technologie, on a divisé par 3 les besoins en eau des vignes. C'est-à-dire, on a le même résultat, même des fois meilleur, et en utilisant moins d'eau. Ça, c'est des solutions vers lesquelles il faut aller. Les Espagnols sont particulièrement doués dans ce domaine. Ils collaborent, ils ont un avantage sur nous en France, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de créer des pôles de compétitivité. Ça marche depuis toujours. L'université est proche de l'exploitant, que ce soit le monde industriel ou le monde agricole. Par exemple, l'université de Carthagène, dans le sud de l'Espagne, travaille en permanence avec les agriculteurs. Les centres de recherche travaillent en permanence avec les agriculteurs. Comme l'INRA en France, on a ça, mais c'est peut-être encore à développer et encore à améliorer. Voilà, donc avec des startups qui tournent autour. L'optimisation de la gestion, et là je reviens à l'eau, de la gestion de la ressource en eau existe. On a les possibilités. Un exemple plus méditerranéen que les États-Unis, parce que je vous ai dit que les Américains consommaient autour de 400 litres par personne et par jour. La ville de Barcelone a connu une situation très critique en 2007. Moi, à l'époque, j'étais directeur d'exploitation de la Société des eaux de Marseille. On a exporté de l'eau par bateau, de l'eau potable de Marseille à Barcelone pendant un mois, un peu moins d'un mois. Donc, c'était quelque chose d'assez, enfin, je vais dire complètement absurde, mais souhaité, voulu, commandé par la ville de Barcelone avec l'accord de la ville de Marseille. Donc, ça s'est fait. Et derrière, bon, ils ont eu la chance qu'il a replu. Les petits barrages collinaires autour de Barcelone se sont remplis à nouveau. Et puis, ils avaient lancé la construction d'une unité de dessalement qui a vu le jour 6 ou 8 mois après. Pendant toute cette période, avant de dire on signe le contrat pour les bateaux de Marseille, avant toute cette période, ils ont fait des économies d'eau. Ils ont sensibilisé les populations. Ils sont passés de 120, 130 à 100 litres par habitant et par jour en moyenne. D'après vous, qu'est-ce qu'il est advenu quand il y a eu la station de dessalement? Moi, sur le coup, j'ai dit, les gens sont repartis et c'est remonté. Eh bien non, c'est resté au même niveau. Donc, ça veut dire qu'on peut faire ça de partout. Et donc, si on peut faire ça de partout, on a facilement sous nos pieds 20%. Déjà, c'est énorme. Aux États-Unis, ils peuvent diviser par 3. Mais nous, on a déjà 20%. Donc, ça, tout ça sont des choses, améliorer le rendement des réseaux dans les villes. Aujourd'hui, on perd en moyenne 20% en France. On ne pourra jamais récupérer ces 20% parce que c'est un investissement énorme à faire. Donc mais par contre, on pourra récupérer 5. Et ce qu'on peut surtout faire, c'est que quand on dit 80%, c'est une moyenne sur la France. Ça veut dire que Marseille, c'est 86%, Paris, c'est 92%, mais vous avez des zones rurales dans lesquelles c'est 60%. Donc là, c'est là qu'il faut travailler, c'est là que sur les villes moyennes et les petites villes et les villes moyennes. Donc on peut améliorer ça, c'est très bien. Il faut le faire, ne serait-ce que pour sensibiliser les gens. Et donc il faut investir dans ces domaines-là. Et encore une fois, l'agriculture reste quand même le premier utilisateur de la ressource en eau. Et il faut travailler avec l'agriculteur. Aujourd'hui, les agriculteurs du sud de l'Espagne sont les premiers à se mettre autour de la table et à discuter en disant, bon, ça y est, cette ressource est terminée, qu'est-ce qu'on fait demain? Ils ne sont pas fous, hein. Donc peut-être qu'un jour, ils vont arriver à dire on arrête la tomate, on arrête la serre. Ils ne peuvent pas se faire ça comme ça du jour au lendemain parce qu'ils ont investi des millions d'euros dans ces structures, mais ils ont la vision. C'est pour ça que c'est important d'avoir une visibilité sur 30 ans, 40 ans, avec un certain nombre d'incertitudes, bien entendu, et avec la possibilité d'actualiser en permanence ces prévisions. Voilà, donc encore une fois, je suis relativement optimiste si et seulement si les politiques publiques évoluent. Et s'il y a une prise de conscience, aussi bien pour l'emploi des jeunes que pour l'usage de l'eau, parce que c'est 2 sujets dont on a parlé, et donc l'indépendance alimentaire, hein, on parle de l'indépendance énergétique en France, c'est un grand débat en ce moment. Je veux dire, à l'Assemblée nationale, on fait venir tous les anciens présidents de la République, l'ancien président d'EDF, l'ancien ministre de l'Industrie, etc. Mais demain, on va parler de l'indépendance alimentaire. Et vous avez tout à fait raison, Yasmine. Moi, je suis favorable au libre-échange, je suis favorable au marché. Mais j'ai un ami qui est directeur général adjoint à l'OMC.
Et je lui ai proposé récemment de venir à notre forum de Tunis pour parler des modifications ou de l'impact que pourraient avoir les changements en ressources en eau sur l'OMC, sur le commerce mondial. Et ça fait partie, commençons par la Méditerranée, vous avez raison. Regardons ce qu'on peut faire en Méditerranée. Comment on peut répartir les agricultures, les cultures pardon, que l'on peut développer et revenir peut-être au traditionnel, mais en valorisant et en compensant aussi. Si on a une politique agricole commune en Europe, pourquoi pas développer une politique agricole méditerranéenne? Et là, on pourrait répartir et compenser, comme on le fait. Nous, on est compensés. Les agriculteurs, ils reçoivent des compensations. Les Anglais, etc. Les Anglais sont sortis, mais les Allemands, etc. Les Polonais. Bon, donc, tout ça est fait. Pourquoi ne pas l'envisager au niveau méditerranéen? Et je pense que c'est quelque chose qui porterait vraiment, vraiment ses fruits, un modèle même pour le monde, compte tenu de la bonne qualité, comme vous l'avez souligné, de la nourriture méditerranéenne. Merci beaucoup, Monsieur Messonnier, pour pour tous ces apports. Mais du coup, on va très loin sur les sujets. Donc, on va tout de suite passer à la troisième partie. Alors, cette troisième partie était plus centrée sur la coopération du coup euro-méditerranéenne. Et donc, je vais essayer de mixer un petit peu les deux questions que je comptais poser sur cette partie. C'est aujourd'hui, est-ce on peut dire, étant donné toutes les problématiques qu'il peut y avoir, surtout de conflits entre États, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les organisations de coopération euro-méditerranéenne, telles que par exemple, vous avez cité l'Union pour la Méditerranée, elles sont vraiment pertinentes pour susciter la coopération entre les pays membres? Et c'est surtout sur un sujet précis, celui des migrations, que l'on peut penser qui aujourd'hui est plus quand même source de conflictualité que vraiment de coopération. Peut-être que pour commencer, je vais demander à Madame Ayatila de commencer sur cette question. Oui, merci, ça tombe bien. C'était un des derniers sujets sur lesquels on travaillait avec une organisation qui s'appelle le CMI et qui a cessé ses activités il y a quelques semaines, qui était une enceinte assez intéressante, justement, qui n'avait pas le même mandat que l'Union pour la Méditerranée, mais qui permettait de travailler davantage sur des questions de fond. Non, aujourd'hui, sur la question des migrations, la coopération euro-méditerranéenne n'est pas suffisante, n'est pas à la hauteur. Aujourd'hui, cette question-là, elle est énormément traitée à un niveau bilatéral et directement avec des États. Je pense au Maroc, évidemment, où il y a des enjeux par rapport à la gestion de la migration subsaharienne qui sont assez importants. Et aujourd'hui, cette question, parce que d'un côté, elle est traitée à une échelle bilatérale et pas multilatérale, et parce que de l'autre côté, on a des instances de coopération, je reviens sur l'Union pour la Méditerranée, qui était une idée extrêmement pertinente. Malheureusement, l'Union pour la Méditerranée aujourd'hui ne jouit pas d'une autonomie politique suffisamment importante et de moyens aussi. Je pense que c'est pas faute de l'avoir réclamé et les personnes qui y travaillent et le secrétariat de l'Union pour la Méditerranée tentent de remettre au centre des préoccupations ces enjeux méditerranéens. Simplement, aujourd'hui, on a aussi une concurrence ou une méfiance, notamment de l'Union européenne, vis-à-vis de cette institution, à mon sens, qui ne permet pas de lui donner les prérogatives nécessaires et le pouvoir décisionnel et la capacité d'action surtout. Et cette capacité d'action, elle se traduit aussi par des moyens financiers. Aujourd'hui, le budget de l'Union pour la Méditerranée, je crois qu'il est autour de 7 ou 8 millions d'euros, ce qui est très très peu, ce qui est insuffisant pour mener à bien des actions, mettre en place des projets. Et quand on parle de gestion migratoire, là, on peut parler de projets qui vont accompagner les migrations. On en voit beaucoup. La société civile se mobilise énormément. En Tunisie, par exemple, sur la question de la protection des migrants. Mais l'enjeu migratoire, il est tellement important, il se pose avec énormément parfois de gravité vu d'Europe du Nord, qu'on est plutôt à une échelle de politique publique aujourd'hui. Et aujourd'hui, les politiques publiques, elles sont très insuffisantes et pas assez outillées. Je suis assez franche sur cette question-là. Je ne sais pas si les
les autres membres du panel sont d'accord avec ce constat, mais qui est pour le coup assez pessimiste, et je revendique de voir le verre à moitié vide dans ce cas-là. Très bien, merci beaucoup. Je vais peut-être donner la parole à Madame Seguirat pour réagir dans un premier temps. Merci, merci. Bon, il y a beaucoup de choses très intéressantes qui ont été dites et par M. Meissonnier et par Mme Ayala Tilla, et sur lesquelles je voulais rebondir, mais je vais essayer de tout mettre dans la même, dans la même réponse. Sur l'importance des organisations méditerranéennes, on est partenaire de l'Union pour la Méditerranée et on était un grand partenaire du CMI. On a beaucoup travaillé avec le CMI. Vraiment, on a été très peinés de savoir qu'il cessait ses activités. Et c'est pour ça que j'ai dit au début qu'on commençait à devenir de moins en moins nombreux à porter un dialogue méditerranéen, une coopération méditerranéenne, parce qu'effectivement, le contexte n'est pas le plus favorable. Déjà, le contexte n'est pas le plus favorable au multilatéralisme et à la coopération, mais en particulier la région méditerranéenne. Elle est traversée par tellement de crises, je vais pas revenir dessus, mais que c'est compliqué. Effectivement, l'Union pour la Méditerranée essaye de développer des activités. Ils le font avec beaucoup de partenariats, dont le SIAM. C'est compliqué avec 43 États, puisque c'est les pays méditerranéens plus tous les pays de l'Union européenne. Et c'est une grosse machine qui a certains avantages dans la mesure où elle peut vraiment porter des choses à des niveaux globaux. Je prends juste l'exemple, on avait participé avec eux à la COP 27 à Sharm el-Sheikh, et pour la première fois, il y avait un pavillon méditerranéen dans l'histoire de la COP. En tout cas de la COP jusqu'à présent. Et c'est important de pouvoir créer ces coalitions de différentes organisations pour porter des messages en commun. Après, je pense qu'une organisation comme le SIAM qui a réussi à traverser les âges, 60 ans, c'est pas rien dans une Méditerranée qui n'est pas des plus simples. Je pense qu'on a pu avoir cette résilience-là parce qu'on était ancré sur un secteur, sur une activité, agriculture, sécurité alimentaire, gestion de l'eau, développement rural. Et au final, on arrive très facilement à travailler, à avancer, à être dans la complémentarité, le partage de bonnes pratiques entre États, puisque c'est vraiment un dénominateur commun qu'on a et sur lesquels, jusqu'à présent, on arrive à travailler. On arrive vraiment à travailler parce qu'il y a un ancrage, et parce qu'il y a un intérêt de chaque État d'avancer et de progresser, d'apprendre des uns et des autres. Donc, voilà pour la réponse un petit peu, mais je voulais revenir sur la participation des jeunes dans ce cadre-là de la coopération, sur ces sujets-là qui sont importants. Nous, il y a quelques mois, on a initié un groupe de travail avec les jeunes des instituts avec lesquels on travaille pour avoir leur vision de la Méditerranée du futur. Parce que, par ailleurs, on a associé aussi à des études prospectives que produit le Plan Bleu qui s'appelle MED 2050 pour essayer de faire, essayer d'avoir des scénarios sur la Méditerranée et autant que possible partager ces scénarios-là avec les décideurs politiques pour éviter les pires scénarios. Et on avait pour la première fois abordé la question des jeunes et des femmes dans cette étude prospective. Et pour les besoins de ce travail-là, donc on avait dans les instituts du SIAM mobilisé nos étudiants, mobiliser des jeunes méditerranéens avec lesquels on a l'habitude de travailler pour un petit peu connaître déjà leurs aspirations et leur vision de la Méditerranée du futur, la Méditerranée rurale et agricole. Et on a produit un livre blanc de la jeunesse méditerranéenne, pour des systèmes agroalimentaires plus durables et plus inclusifs. Et je vous assure que dedans, il y a toute une série de recommandations qui valent de l'or. Qui nous inspirent parce que ça, au-delà de permettre à ces jeunes d'exprimer d'une vision et d'être vraiment des parties prenantes de cette Méditerranée qu'on a envie de construire avec eux, déjà il y a des idées très intéressantes et très prometteuses qui ne pensent pas en silo.
parce que c'est ce qui nous a fait beaucoup de mal. Imen, vous aviez évoqué le fait qu'on avait du mal à insérer des jeunes diplômés, c'est parce que chacun travaille dans son monde, on n'a pas la culture, les universités ne travaillent pas avec le monde dans l'entreprise, c'est peut-être même vu comme quelque chose de suspect, les pouvoirs publics ne travaillent pas avec les entreprises, et c'est vraiment une culture qu'il faut créer. Et les jeunes aujourd'hui sont dans une approche où on débat, on co-construit, on est dans un panier où on apporte chacun ses solutions, des laboratoires vivants de solutions, et ça fonctionne. Ça fonctionne. Et ce livre blanc, il est à l'image de ça. Et nous, ce que peut faire une organisation comme la nôtre, c'est d'une part prendre en considération ce qui a été dit par ces 60 jeunes, pour adapter nos formations, parce qu'aujourd'hui, nos formations, elles ont besoin d'évoluer, puisque pendant très longtemps, on enseignait, on a des Masters of Science, on essaye de pousser les jeunes à faire des doctorats, alors sur des sujets très passionnants, prometteurs, l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation, tout ce qui va être vraiment nos solutions pour le demain. Mais on a aussi compris qu'il fallait qu'on introduise davantage des modules sur l'entrepreneuriat, sur les soft skills, sur comment présenter un projet, comment militer, comment essayer. Et ce genre d'initiative de discussion avec eux nous fait grandir et nous fait évoluer dans les offres qu'on peut proposer. Et cette initiative, on a envie de la partager avec les États membres comme une bonne pratique. Ce livre blanc, on souhaite le présenter à chaque réunion ministérielle, inviter les jeunes, discuter avec les décideurs politiques, les décideurs économiques, pour avoir un débat constructif, pas langue de bois, puisque on est tous d'accord sur le diagnostic, mais peut-être que le niveau d'implication des jeunes dans la mise en œuvre de ces solutions, elle est encore insuffisante. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire en tant qu'organisation sur le sujet. Et si vous me permettez juste, il y a encore un point sur migration. On avait, l'année dernière, on avait publié avec l'Agence française de développement aux presses de Sciences Po un rapport sur les migrations rurales en Méditerranée, bien sûr, pour essayer de voir dans quelle mesure les changements climatiques et les diverses tensions avaient un impact sur la sécurité alimentaire et sur les migrations en Méditerranée. Je pourrais vous partager le lien, parce que toutes nos publications sont téléchargeables gratuitement sur notre site, si vous voulez. Et il y avait quelque chose d'assez intéressant qui ressortait de là, c'était que les migrations peuvent avoir un impact négatif dans les territoires parce qu'il y a une pression sur les ressources. Quand déjà les ressources se partagent difficilement, voir arriver des populations génère toute une série de tensions. Faut pas c'est le cas, on a le cas au Liban, on a le cas dans beaucoup de pays pour lesquels la situation des réfugiés est vraiment très problématique et génère des conflits importants, parce qu'il y a une vraie pression sur les ressources disponibles. Mais il y a aussi une quantité d'opportunités à saisir avec les migrants et l'immigration. Je prends un exemple, c'est tous les travailleurs agricoles, les saisonniers. Pendant la période du Covid, dans les pays agricoles européens, on manquait cruellement de main-d'œuvre. On s'est rendu compte à quel point pour collecter, ils avaient besoin de personnes pour travailler. Et bien sûr, dans le cadre du respect du droit du travail, il y a des dispositifs qui peuvent être mis en place. Il y a des accords qui se font entre les États pour faciliter justement cette mobilité saisonnière, pour que des personnes puissent, des pays du Sud, venir travailler en Europe, inversement, avoir un permis de travail, retourner, revenir. C'est des démarches qui peuvent être critiquées par ailleurs, parce que souvent on dit maintenant on veut plus le travailleur, mais on veut que le travail, et donc c'est très sélectif. Mais il y a aussi une approche un peu pragmatique à avoir. Les personnes sont 3 fois mieux payées que si elles faisaient le même travail dans leur pays. Elles sont payées en euros, elles reviennent, elles peuvent investir. Souvent, on a des études où on voit que ces personnes, beaucoup de femmes d'ailleurs, vont récupérer, collecter des fraises sur une certaine période, reviennent, peuvent créer une petite entreprise chez elles au retour. Bien sûr qu'il y a des marges de progrès importantes à avoir, mais il y a des initiatives comme ça à soutenir. On a aussi beaucoup vu des personnes qui étaient des migrants s'installer, revitaliser des zones rurales, des villes,
investir, occuper des territoires qui étaient complètement abandonnés et désertés par les populations locales et qui ont fait énormément de bien à ces territoires-là. On a aussi vu que beaucoup de gens qui s'étaient installés, la force de la diaspora est très importante. Une fois qu'ils s'installent, souvent, il y a un retour. Alors, bien sûr, il y a des financements qui retournent dans la ville d'origine, mais il y a aussi beaucoup de compétences qui sont transférées. Il y a des investissements qui sont faits. Et on a des cas où des communautés installées dans le Cantal font des partenariats, des jumelages avec leur ville d'origine, notamment pour accompagner, pour développer une activité agricole, permettre l'achat de matériel, de tracteurs, de choses comme ça. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais aussi mettre en perspective, c'est qu'il y a certains impacts de migration sont connus, on peut les limiter autant que possible, les impacts négatifs, mais il faut surtout maximiser les impacts positifs de la migration, et il y en a. Voilà ce que je voulais dire sur ce point. Merci beaucoup. Peut-être Monsieur Messonnier, mais en 2-3 minutes, de façon très synthétique. Je sais que c'est compliqué pour qu'on garde juste quelques minutes pour les questions du public sur cette thématique. Bon, simplement, je voulais juste revenir sur 2-3 sujets qui viennent d'être dit et très bien dit, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Simplement, le CMI, on connaît bien le CMI aussi. Bon, on est à Marseille, donc c'est peut-être plus facile. L'Institut méditerranéen de l'eau est une ONG internationale, hein, donc on est à Marseille parce qu'il fallait trouver un endroit. Mais on a été créé par les Marocains, les Algériens et les Tunisiens, avec les Marseillais. Voilà. Mais donc on a échangé plusieurs fois. Le CMI a même participé au dernier forum méditerranéen pour l'eau à Malte et était responsable de l'organisation d'une session sur la coopération justement. Donc je veux dire, on regrette ce qui se passe, mais d'autre côté, on peut le comprendre aussi. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une accumulation d'organismes en Méditerranée. La Méditerranée est certainement une des zones du monde où il y a le plus d'organismes de coopération. Ça ne veut pas dire pour ça que la coopération fonctionne bien. Mais en tout cas, il y a cette volonté. Déjà, c'est déjà bien. Il y a cette volonté de travailler ensemble. Je dois prochainement avoir une réunion avec la directrice sortante, Blanca Moreno, prochainement, et avec l'idée de lui dire, voilà, il faut qu'un certain nombre de travaux que vous avez faits, qui sont en cours, puissent continuer. Et il faut faire sans le CMI. C'est-à-dire, il faut continuer sans le CMI. C'est-à-dire, il faut avoir des contacts directs entre nous et vous, et en s'appuyant peut-être plus sur l'Union pour la Méditerranée, qui est, alors, deuxième thème, l'Union pour la Méditerranée, ça c'est un vrai grand sujet. Je veux dire, c'est pas du tout ce qu'avait voulu M. Sarkozy quand il a parlé de ça à sa création. On a fait donc un machin qui correspond à ce que les Allemands ont accepté les uns les autres, et puis finalement qui essaye de vivre avec un tout petit budget, vous l'avez signalé. À ce propos, l'Institut méditerranéen de l'eau a été un des premiers à proposer, et on va continuer, hein, on est têtu, on le fait de manière discrète parce que sinon on va se créer des ennemis, mais de proposer la création d'un guichet unique du financement de l'accès à l'eau pour la Méditerranée. On ne peut pas envisager une concurrence entre les bailleurs pour l'accès à l'eau. Ce n'est pas concevable. Ce n'est pas concevable. On peut le concevoir pour l'accès au téléphone, on peut le concevoir même pour l'accès à l'énergie, on peut le concevoir mais pas l'accès à l'eau. Sans eau, on ne peut pas vivre. On ne peut pas produire de l'agriculture, on ne peut pas manger. C'est-à-dire, voilà, donc sans énergie, il faut multiplier les esclaves. Mais on peut arriver à survivre. Mais sans eau, ce n'est pas possible. Donc il faut absolument que on arrive à convaincre les bailleurs de dire voilà. Et c'était une vieille idée de créer une banque pour la Méditerranée. Il ne s'agit pas de créer une banque pour la Méditerranée. Il s'agit de dire aux bailleurs, il y en a une bonne vingtaine qui travaillent en Méditerranée, de dire voilà, associez-vous, regroupez pour l'eau, regroupez le fonds pour le financement de l'accès à l'eau, que ce soit pour l'agriculture, pour l'industrie ou pour les villes, regroupez-vous et harmonisez vos procédures, faites en sorte que ça soit plus efficace et organisez une gouvernance tournante. Bon, ça pourrait très bien être aussi avec l'Union pour la Méditerranée. Et je termine avec ça.
je veux dire, quelle est la vision de l'Europe pour l'Union pour la Méditerranée? Et quand je dis l'Europe, c'est l'Union européenne. La France, elle a sa vision, l'Allemagne, elle a la sienne, l'Italie, elle a la sienne, l'Espagne, elle a la sienne, mais quelle est celle de l'Union européenne? Et personne ne la connaît. Je veux dire, c'est la grande inconnue, et pourtant, c'est elle qui finance le petit budget de l'Union pour la Méditerranée en partie. Et je veux dire, donc, si on veut avoir de l'ambition, ça fait partie des politiques publiques, ça. Hein. Je veux dire, c'est de donner plus de responsabilités à l'Union pour la Méditerranée si on veut arriver à nos fins dans les différents sujets que nous avons traités. Merci Très beaucoup, bien, ouais, merci vraiment, beaucoup. merci pour tous ces apports. On va peut-être maintenant prendre des questions du public, s'il y en a ici ou sur le Zoom. Vous pouvez lever la main sur le Zoom, on vous donnera la parole. Il y en avait une dans le chat. Tac. Je crois que c'était, ouais. Réutilise son eau, mais quand pouvons-nous le prendre comme exemple quand on connaît la situation catastrophique de la redistribution de l'eau dans les territoires occupés palestiniens? Oui, alors il y a une question dans le chat donc, qui porte sur, il me semble, l'intervention de Madame Seguirat au début de la table ronde. Donc, vous aviez dit qu'Israël réutilisait très bien son eau. Et donc là, il y a une question plutôt sur la redistribution de l'eau dans les territoires occupés palestiniens de Asia, du coup. Oui, une question simple. Hein. Bon, j'ai cité Israël, mais j'aurais pu effectivement citer d'autres pays comme l'Espagne qui sont dans la même ligne. Oui, nous, ni Israël ni la Palestine n'est un État membre du SIAM, donc on n'a pas d'activité là-bas ou de programme là-bas. Je serais incapable de dire quoi que ce soit, mais c'est vrai que la question de l'eau, elle est absolument liée au territoire. L'eau fait le territoire. Et on sait que historiquement, l'eau, l'irrigation permet de déplacer des populations, de ramener des populations. C'est étroitement lié à la sédentarisation des populations, à leur immobilisation sur un territoire, ou au contraire, si on souhaite déplacer ça. Donc, la seule chose que je pourrais dire, c'est qu'effectivement, on ne peut pas décorréler l'eau, la gestion de l'eau et le territoire. Merci beaucoup pour votre réponse. Anna, donc, il y a une petite question dans le public. Moi, je me posais une question concernant le dessalement parce que ça a un certain coût économique, mais ça a aussi un coût énergétique et également écologique. Et est-ce que ce coût ne dépasse pas finalement les bénéfices qu'on tire de créer davantage de ressources en eau douce, notamment pour des pays qui ont peu d'accès à l'eau douce? Est-ce que vous avez entendu la question? Est-ce que la question était… Oui, c'est une question bien posée. Le dessalement est une solution, ce n'est pas la solution. C'est une solution pour se positionner, on va dire, sur le court et moyen terme. Après, vous avez des pays où il n'y a pas d'autre solution. Et vous prenez les pays du Golfe, ils n'ont pas d'autre solution que de dessaler l'eau de mer. Après, ce qui ne doit pas les empêcher d'être économes en eau et surtout en énergie, même si ce sont des pays producteurs de pétrole et de gaz. Et je pense qu'ils le font. Aujourd'hui, le pays, pour moi, qui est le plus en avance dans ce domaine-là, c'est certainement le Maroc. Parce qu'aujourd'hui, il y a une vraie politique publique au Maroc de dire eau, énergie, même combat. Et comme on a besoin des eaux de dessaler de plus en plus, eh bien, on va l'associer aux énergies renouvelables. Alors, on peut aussi critiquer les énergies renouvelables. À ce moment-là, on ne s'en sort plus. Mais disons que d'une manière générale, aujourd'hui au Maroc, l'objectif du Maroc est d'avoir plus de 50% d'électricité renouvelable en 2030. Donc, ils sont sur le bon chemin. Ils sont sur la bonne courbe. Ça voudra dire que l'ensemble des installations de production d'eau au Maroc sont alimentées par plus de 50% d'énergie renouvelable. Et nous travaillons en ce moment sur le suivi de ce qui se passe, le développement de ces ressources en eau non conventionnelles, et notamment du dessalement, de la réutilisation des eaux usées, avec à côté, justement, le pendant des énergies renouvelables. Aujourd'hui, il existe dédié à cette production, par exemple au dessalement. La première chose, c'est qu'il faut savoir qu'en 30 ans, on a divisé par 5 le coût d'énergie pour un mètre cube dessalé.
Donc déjà, la technologie a fait des progrès énormes dans ce domaine grâce à l'osmose, à la technologie d'osmose inverse qui elle-même a évolué avec du recyclage à l'intérieur de l'usine, enfin, etc. Donc aujourd'hui, on arrive à produire un mètre cube avec beaucoup moins, avec 5 fois moins d'énergie qu'on en avait besoin il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années. Donc ça, c'est un premier point, une première réponse. La deuxième, c'est les énergies renouvelables, c'est-à-dire se baser le plus possible sur des énergies renouvelables pour faire cette désalinisation. C'est le cas du Maroc parce qu'ils l'ont annoncé et ils sont en train de le mettre en place. Alors, ils n'arriveront peut-être pas à 100%, mais ils seront peut-être autour de 60-70%. Et ça, c'est déjà extrêmement bien parce qu'ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils produisent du dessalement, de l'eau dessalée, ce qui n'empêche pas, parce que c'est bien de parler des ressources en eau non conventionnelles, mais elles sont là pour pallier le fait qu'on a beaucoup moins, on a moins accès au réseau, enfin aux ressources en eau conventionnelles, c'est-à-dire de la pluie, de la neige. Cette année, bon, il a pas mal neigé sur l'Atlas, mais ça ne suffira pas pour remplir les barrages. Donc, on est obligé, on est contraint d'aller vers ces ressources en eau non conventionnelles. Et je vous citais l'exemple de l'OCP au Maroc. Mais donc, on sait qu'elles sont consommatrices d'énergie. C'est le premier point. Et donc, la solution, c'est de dire, eh bien, on va essayer de faire de l'énergie renouvelable pour alimenter ces nouvelles conditions. Ce n'est pas le cas de l'Algérie, et je ne critique pas. L'Algérie a du gaz, et elle a dit, mes 5 prochaines stations de dessalement, de 5 fois 300 000 m3 jour, seront entièrement, et celles qui sont aujourd'hui, c'est déjà le cas, alimentées au gaz. Donc ça, c'est un choix de politique publique, mais je pense que demain, on va aller vers de plus en plus d'énergie renouvelable pour cela. Le deuxième problème du dessalement, c'est les saumures, c'est-à-dire le sel. Qu'est-ce qu'on fait des saumures? Alors, quand on est dans une mer confinée comme la Méditerranée, c'est déjà compliqué. Quand on est en mer Rouge, c'est encore plus compliqué. Et vous avez une concentration de dessalement en mer Rouge qui n'existe pas encore en Méditerranée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Là aussi, il faut faire réfléchir tout le monde pour qu'on puisse, en recherche et développement, trouver des solutions qui coûteront certainement plus cher que ce qu'elles coûtent aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'attendre à payer le prix de l'eau plus cher à l'avenir. Et ça, personne n'y coupera, que ce soit l'agriculteur, l'industriel ou le citoyen. Et donc, il faut savoir que c'est comme ça. Je veux dire, aujourd'hui, vous avez vu ce qui s'est passé en France cette année, si vous avez bien suivi. Tout le monde nous annonçait une catastrophe, qu'on allait avoir des coupures d'énergie. Le prix de l'énergie a fortement augmenté. Eh bien, résultat des courses, la consommation a baissé de 10% ou de 8%. Donc, les gens sont capables de faire ça au niveau global. Donc, on peut y arriver. Donc, il faut savoir que c'est vrai que le dessalement, ce n'est pas la panacée. C'est une solution et qui permet de faire face aux besoins d'une manière générale, ce qui n'empêche pas de réfléchir à la demande et aux usages. Ce n'est pas que ça n'empêche pas, c'est qu'il est impératif de réfléchir aux usages avant de se lancer dans une politique sur plusieurs décennies en disant la solution, ça passera par le dessalement. C'est notre vision à l'Institut méditerranéen de l'eau sur ces sujets-là. Très bien, merci beaucoup. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on peut finir sur la question du dessalement. En tout cas, on tenait à vous remercier chaleureusement. C'était un échange passionnant. Merci beaucoup. Et en tout cas, vous avez, entre parenthèses, vous avez, comme ça a été le cas, je pense que c'est le cas pour le SIAM, vous avez la possibilité d'aller sur notre chaîne YouTube, Institut méditerranéen de l'eau et pas IME, parce que sinon vous allez trouver des tas de trucs. Donc, Institut méditerranéen de l'eau, sur la chaîne YouTube, vous avez enregistré à peu près une trentaine de webinaires de 2 heures sur la gestion de l'eau en Méditerranée. Et vous trouverez tous les sujets qui vous intéressent. Voilà. Donc, voilà, à votre entière disposition. Et je tiens à ce qu'on continue à discuter, Yasmine et Iman. Merci à Mouna de nous avoir mis en relation. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Merci. C'est un très bientôt. Merci, à très bientôt. Au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.